Merci Philippe pour ces paroles trop aimables, trop gentilles. Mais vous me laissez une tâche difficile. C'est celle, après avoir énuméré tous les facteurs du risque microbien, je pense que vous êtes quelque peu assommé par l'ampleur des problèmes. Et j'aurais bien aimé pouvoir, intervenant à ce moment de la soirée, être réconfortante et vous dire que nous avions un plan, une stratégie, qu'il suffisait de l'appliquer, peut-être de trouver l'argent, et que tout marcherait bien. Et je pense que si j'avais fait ce cours, ce séminaire, il y a peut-être 20 ans, j'aurais pu trouver plus facilement les accents enthousiastes, positifs, qui vous auraient été droit au cœur en cet après-midi. En fait, effectivement, j'aimerais vous proposer une stratégie, et cette stratégie, ça pouvait être, c'était, il y a déjà un certain nombre d'années, le projet d'éradication des maladies infectieuses, qui sans jamais avoir été énoncé de façon complètement globale pour toutes les maladies infectieuses possibles, était elle-même quelque chose qui avait habité la cervelle des scientifiques, et pas seulement eux, des politiques aussi, et des populations. L'idée d'éradication d'une maladie infectieuse, et c'est un anachronisme que de dire ça, l'idée d'éradication des maladies, elle était présente chez Jenner lui-même, l'inventeur de la vaccine ou du vaccin contre la variole. C'est pour ça que j'ai mis ce petit texte qui est donc à la fin du XVIIIe siècle. Et en homme des Lumières, vous voyez qu'il n'y a pas de controverse, dit Jenner, sur le fait que l'annihilation, on dirait aujourd'hui l'éradication de la variole, le plus terrible fléau de l'espèce humaine, doit être le résultat final de cette pratique étant la vaccine dont Jenner a été l'inventeur, disons globalement, et surtout le promoteur auprès des grands de la planète, des présidents et des rois. Il a une correspondance avec les têtes couronnées qui est assez impressionnante. Ce projet d'éradication a été lancé. Il a fallu 2 siècles pour que la longue traque de la variole, comme l'a appelé mon collègue l'historien Darmon, prenne fin. C'est-à-dire qu'il a fallu 200 ans d'efforts patients pour en arriver à cette éradication. Mais ce qui est important, c'est qu'au passage, l'idée de vaccination était apparue comme une stratégie universelle, c'est-à-dire une stratégie universelle non pas au sens de pour toutes les maladies, mais une stratégie pour tous les hommes, quelle que soit leur classe, leurs conditions, leur ethnie, leur nation. Et c'est pour ça que j'aime bien cette assiette, parce que c'est une assiette populaire. C'est, vous savez, les assiettes de Sarreguemines qui ont joué un très très grand rôle après la guerre de 70, qui ont en particulier relancé l'idée que la science pouvait résoudre tous les problèmes. Et donc sur cette assiette, vous voyez des gens de nationalités et d'origines différentes. Vous voyez un bédouin d'Afrique du Nord, vous voyez des Russes, enfin des gens avec des sortes de chapkas, etc. Donc l'idée d'un vaccin comme étant quelque chose qui mettait la planète à égalité, c'est-à-dire que c'est un thème qui prend exactement le contre-pied de ce qui nous a été expliqué, à savoir que le risque infectieux, il concerne tout le monde, mais il est plus particulièrement important pour certaines catégories de la population, les enfants, les pauvres, le quart-monde, les pays en voie de développement. Bref, tout en étant une réalité pour tout le monde, le risque infectieux, il y a une énorme inégalité dans le monde face à ce risque. Donc, pas de surprise si, à plusieurs reprises, la vaccination a été élue comme l'outil idéal pour réduire à la fois ce risque microbien et ses inégalités. Dans un premier temps, je saute par-dessus les années,
après la Deuxième Guerre, qui avait été l'effondrement de beaucoup d'espoir dans les Lumières, après la Deuxième Guerre, l'OMS, qui a réémergé des décombres, a saisi le problème, a saisi le projet d'éradication par la vaccination et l'a porté à partir de sa création en 1946-47. Ce projet a concerné bien évidemment la variole, et c'est l'histoire la plus connue, c'est devenu presque une mythologie dans l'esprit des experts en santé publique, et quelque chose qui immédiatement avec lui entraînait l'éradication, le projet d'éradication, notamment par la vaccination, d'autres maladies possibles. Et alors, il faut dire que Pasteur lui-même, pourtant qui n'était pas un romantique, avait envisagé l'idée d'éradication des maladies. Dès 1881-82, à l'époque où il forgeait le terme de vaccin pour désigner une méthode de prévention contre toutes les maladies, le terme vaccin est très antérieur à Pasteur, il n'est pas du tout à Pasteur. Mais ce mot qui a été employé essentiellement pour la vaccination contre la variole a été réutilisé par Pasteur avec un coup de génie qui était une sorte de pub, à savoir que vaccin signifierait dorénavant virus, c'est-à-dire microbe, virus au sens le plus général du mot, atténué, pouvant prévenir, empêcher la maladie. Donc c'était un coup de chapeau à Jenner, mais c'était aussi une illimitation du pouvoir des vaccins d'intervenir potentiellement, si on arrivait à en trouver, pour toutes les maladies. Ceci dit, tiens, pourquoi il y a cette... ceci dit, l'espoir l'éradication, Pasteur avait explicitement mentionné la tuberculose, la rage, et vous voyez que par rapport à cette idée, à cet espoir, on est bien loin du compte. En particulier la rage, qui était mentionnée explicitement et pour laquelle, en fait, Pasteur a édifié au départ l'Institut Pasteur. Le vaccin contre la rage, son vaccin contre la rage, date de 1885. La rage n'est toujours pas éradiquée, et comme l'a dit Philippe Sansonetti tout à l'heure, c'est parce que peut-être que le modèle variole était particulièrement facile, et encore, vous avez vu qu'il a fallu 200 ans, était particulièrement facile parce qu'il n'y avait qu'un réservoir humain et pas de réservoir animal, alors que la rage a un réservoir animal qui est en grande partie, probablement pour le moment, inaccessible. Alors l'idée même d'éradication contre la mort, vous la frôlez quand vous allez vous promener dans Paris, place de Fontenoy, il y a un monument à Pasteur, et sur la base du monument, sous la statue du grand homme, vous avez la mort qui laisse tomber sa faux. C'est là un geste symbolique tout à fait explicite. Et d'ailleurs, si on tourne autour du monument, on est en période post-70, donc une période un peu militaire, où la métaphore militaire trouve un écho dans le public français. C'est les grandes victoires de Pasteur qui s'appellent, ce ne sont pas tout à fait des victoires militaires, c'est la victoire contre le charbon animal, contre la rage, contre le choléra des poules, etc. Et c'est indiqué comme autant de victoires sur le socle. Alors, l'éradication contre la variole, je pense que nous tous dans la salle, nous avons assisté à cet événement, puisque c'était autour de 78-79. On discute parfois sur la date exacte où le dernier cas a été annoncé en Somalie. Le voici souriant sur cette photo. Entre-temps, il y avait eu également un vaccin qui avait joué un rôle considérable, puisque c'est à son occasion qu'il y a eu les premiers grands essais de population, c'est-à-dire qu'il y a eu, alors que le vaccin n'était pas encore officiellement reconnu, des essais qui ont été pratiqués dans des populations aux États-Unis et presque parallèlement en Union soviétique, avec un vaccin dû à Jonas Salk, donc une image évoquant que là, pour le coup, nous n'avons pas connu. Ma génération a surtout connu les enfants handicapés, claudiquants, ou même parfois sur des petites voitures emportées à Berck ou sur des plages. Et le vaccin de Sabine, qui lui a été expérimenté en Union soviétique, vaccin administré par la bouche, et par conséquent,
ayant des facilités d'administration, en particulier dans les pays où n'existe pas facilement la chaîne du froid. Enfin, l'administration d'un vaccin, et c'est un point important pour les vaccins, est quelque chose de plus facile et ne donne pas lieu à l'utilisation d'aiguilles et de seringues qui elles-mêmes peuvent provoquer des problèmes de santé publique par réutilisation d'aiguilles et de seringues contaminées. Malheureusement, cette idée d'éradication s'est heurtée assez vite lorsqu'il a fallu passer à d'autres maladies, et en particulier l'échec qui a été le plus grave et qui continue à hanter les parasitologues qui sont ma communauté, c'est le paludisme. Le paludisme, une vieille chose, pourtant une chose tout à fait coloniale, avec cette vieille photo récupérée dans les archives de Broomt. Et pourtant, malgré les espoirs fréquemment évoqués par les promoteurs de tel ou tel vaccin, je me rappelle encore, il y a 20 ans, avoir entendu à Boston les époux Nussensweg disant que c'était pour demain, et je ne veux citer personne d'autre, c'est un enthousiasme bien compréhensible, mais c'est un souvenir un peu amer, 20 ans plus tard, d'évoquer ce souvenir avec ceux qui ont travaillé dans une équipe qui, à l'époque, était terriblement enthousiaste et convaincue. Alors, le plan d'éradication du paludisme, donc une des premières causes de mortalité du tiers-monde, en particulier chez les enfants, essentiellement chez les enfants, est quelque chose qui a laissé une trace. Il y a d'abord eu un recul avec le fait qu'on admettait implicitement et même explicitement que l'Afrique n'était pas éradicable, qu'on pouvait faire disparaître le paludisme dans d'autres pays, comme on l'avait fait en France, dans les Dombes, en Corse et dans des régions pauvres, mais que l'Afrique était déjà exclue de ce mouvement, et puis finalement le projet a été remis à une autre fois et à un avenir plus favorable. Alors je voudrais dire un mot des diarrhées, parce que c'est un sujet particulièrement difficile, parce qu'en fait il n'y a jamais eu, alors c'est la différence, un programme unitaire contre les diarrhées. Les diarrhées sont un ensemble extrêmement complexe, vous l'avez deviné avec les derniers mots de Philippe Sansonetti sur son domaine de prédilection. Les diarrhées sont un ensemble extrêmement complexe. En même temps, c'est un ensemble simple dans la mesure où c'est un diagnostic facile à faire. Les mères connaissent la diarrhée. Elles en connaissent essentiellement la nature, la perte d'eau, la perte de liquide. Et d'autre part, on a des traitements pour les diarrhées qui remontent à la plus haute antiquité, probablement beaucoup plus haut que ce que j'ai voulu vous présenter ici, la plante du ginseng, une plante que l'on trouve facilement chez les herboristes et dans les pharmacies traditionnelles. Et là, j'ai voulu rendre hommage à la Chine en montrant le ginseng sur un texte chinois. Mais dans la pharmacopée occidentale, la lutte contre les diarrhées occupe depuis très longtemps une place importante. Le laudanum dit de Sydenham, un médecin anglais, est un traitement qui a été un palliatif de la diarrhée. C'est un opiacé et qui pendant très longtemps a été utilisé dans les familles sous une autre forme jusqu'au XXe siècle. Il n'y a pas les vaccins. Avant la Première Guerre, et particulièrement appréciés pendant la guerre des tranchées et les problèmes des troupes dans des conditions d'hygiène épouvantables, le vaccin antidysentérique a été produit avec des résultats difficiles à préciser. Enfin, le choléra, pour bien montrer que les diarrhées sont à la fois omniprésentes dans la médecine ancienne, mais également qu'on découvre au fur et à mesure la complexité du problème. L'épidémie de choléra joue un rôle considérable au XIXe siècle, c'est le fléau du XIXe siècle. Ici, c'est une photographie représentant une salle de cholérique à Tabriz, en Iran, au début du XXe siècle. Les pèlerinages, en particulier le pèlerinage de la Mecque, est considéré comme la question sanitaire majeure au XIXe siècle.
en raison, entre autres, des épidémies de choléra liées aux deux facteurs classiques, une eau souillée, une eau contaminée, et l'afflux de population venant d'un peu partout dans le monde et dans des conditions entassées, dans des conditions d'hygiène défectueuses. L'eau, encore une scène de baigneurs, enfin de pèlerins, qui à la fois se baignent, se lavent, boivent, etc. Toutes les conditions réalisées pour des épidémies de choléra. Alors, j'ai voulu simplement parler un tout petit peu d'un facteur qui n'apparaît pas quand on évoque cette stratégie d'Alma-Ata. En 1978, à Alma-Ata, il y a eu un congrès qui a été le chant du cygne de l'Union soviétique et d'une certaine façon peut-être aussi d'une vision de la santé publique partagée internationalement. C'est là une question encore ouverte. L'idée était de trouver des stratégies universelles à faible coût, adaptées aux populations en proximité. Et deux choses ont émergé à ce moment-là. C'est en particulier le traitement de la diarrhée, le traitement symptomatique, c'est-à-dire l'administration de sel pour prévenir la déshydratation qui est la cause majeure de mort rapide dans les diarrhées, quelle que soit leur étiologie, quelle que soit leur cause. Et puis la vaccination, dans la mesure où la vaccination, comme la réhydratation par les sachets, sont des mesures simples qui peuvent être confiées à des agents de santé avec une formation rapide, pouvant être de l'ordre de 3 à 6 mois, ou même un peu moins, parfois, et donc des soins de proximité qui conviennent à des populations dispersées, avec des transports difficiles, avec des routes insuffisantes et des hôpitaux lointains et complètement inaccessibles. Donc à l'époque, il y a eu une stratégie cohérente qui tenait compte des conditions réelles des populations et proposait un programme collectif qui, à condition qu'il soit instauré énergiquement, soit par un État, soit par une organisation internationale en ayant les moyens, pouvait apporter la santé aux plus proches, des plus pauvres et des plus éloignés. Alors, les diarrhées représentent quelque chose qui, pour l'historienne de la médecine que je suis aussi, est quelque chose d'intéressant parce que c'est un moyen, c'est le lieu de souligner le point de rapprochement entre les interprétations dans la médecine ancienne et le vécu des femmes et des mères. En effet, la médecine hippocratique, qui est au fond à l'origine de notre médecine dite occidentale ou cosmopolite d'aujourd'hui, mais donne une énorme importance à l'équilibre entre le malade et le milieu. C'est-à-dire que, de façon générale, santé et maladie s'interprètent par rapport à ce qui rentre et qui sort dans le corps étant vécu, compris, comme un ensemble de liquides en équilibre, plusieurs humeurs, mais peu importe leur différenciation, disons des liquides, des fluides, et qu'il faut un certain équilibre permanent entre les apports, les entrées et les sorties. On voit bien en effet que le corps est soumis, le corps de l'enfant comme celui de l'adulte, à un constant déséquilibre dû au fait qu'il y a des entrées, une nourriture, et puis les sorties que vous connaissez par les différents émonctoires, les différents appareils de filtrage du corps, l'urine, les selles, mais aussi la transpiration et éventuellement, et là on glisse au côté pathologique, les vomissements et la diarrhée qui représentent une sortie accrue à la fois quantitativement et qualitativement. Donc j'ai trouvé cette photo dans mes petites archives parce que je pense que ça illustre le fait que dans la question des diarrhées, la mère joue un rôle de premier plan. Dans la mesure où c'est de la mère que dépend en général l'alimentation de l'enfant, en commençant bien sûr par l'alimentation au sein, et plus tard c'est elle qui essaye de trouver au fil des jours un équilibre entre entrée et sortie, et en particulier en étant souvent obsédée, en Afrique
mais ça rejoint des obsessions qui ont existé beaucoup aussi dans notre société et qui existent peut-être encore, à savoir le fait qu'il faut purger régulièrement parce que le corps, à des périodes en particulier de l'année, au moment de certaines saisons, a besoin de faire d'un grand nettoyage de printemps, l'équivalent de ce que les ménagères connaissent ou connaissaient bien. Donc l'idée, par exemple, de faire de provoquer la diarrhée, c'est le but de l'insufflation de l'air dans l'anus de l'enfant, ou bien tout simplement d'utiliser du piment, qui est souvent, on voit des lavements au piment, de façon à nettoyer l'intestin de l'enfant. Donc ce que je voulais dire, c'est que toute stratégie qui vise les diarrhées doit se poser la question qu'aiment les anthropologues, à savoir qu'est-ce que les mères et qu'est-ce que l'environnement familial comprend de la diarrhée, comment il réagit. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une difficulté majeure dont pour l'occasion de ce séminaire, j'ai relu un peu quelques articles récents sur les stratégies pour combattre les diarrhées dans différents pays, en particulier au Mali, au Bangladesh, à Madagascar, et on voit bien qu'il y a des ambiguïtés dans la façon dont la stratégie pour combattre les diarrhées est proposée. En effet, les sachets de réhydratation, ces fameux sachets qui doivent être administrés et qui peuvent être trouvés dans les centres de santé communautaires, c'est-à-dire des centres dans le village. Ces sachets sont quelque chose qui ne sont pas réellement un traitement, c'est une compensation des troubles du déséquilibre hydrique provoqué par la diarrhée. Or, il y a là toute une source d'incompréhension entre les stratégies de santé publique, les programmes de santé publique et les usagers et les usagères. À savoir que le traitement, ce n'est pas vraiment un traitement, ça ne traite pas la cause profonde, si elle est par exemple infectieuse, choléra, salmonelle ou autre microbe, c'est en fait quelque chose qui compense la perte de liquide. Et dans l'esprit des populations, souvent ce traitement n'opère pas l'effet escompté, c'est-à-dire que la diarrhée continue, ce qui suppose qu'on continue la réhydratation. Et il y a une sorte de déception, et un certain nombre de programmes essaient d'expliquer que ce n'est pas vraiment un traitement, c'est un traitement symptomatique. Mais vous voyez bien vous-même la difficulté qu'il y a à comprendre et à admettre qu'au fond, un traitement n'apporte pas ce que toute mère souhaite, à savoir la guérison immédiate et rapide. Ce qui explique qu'en fait, quand on observe dans les pays ce qui se passe au moment des diarrhées, on s'aperçoit d'un paysage extrêmement compliqué, à savoir que la plupart du temps, les parents font intervenir d'abord le tradipraticien qui prescrit des tisanes, des herbes, etc., puis parfois vont au centre de santé récupérer ces fameux sels pour réhydrater l'enfant, mais aussi, et c'est aussi une chose qui a été évoquée tout à l'heure, recherchant le traitement miracle dans la médecine occidentale, achètent sur le trottoir, achètent au village, où c'est disponible sous une forme à l'unité ou à la tablette, des antibiotiques, quels qu'ils soient, par exemple souvent des cyclines, alors que normalement les cyclines ne devraient pas être administrées à un très jeune âge. Et en plus, ce sont des médicaments qui souvent sont conservés dans de mauvaises conditions, on ignore la date de péremption et conservés au soleil en particulier, il y a un risque d'adultération du produit. Bref, pour toutes ces raisons, on voit, c'est ce qui c'est, un traitement incohérent et qui ne donne pas les résultats escomptés, puisque finalement, et il y a un problème majeur à cela également, le traitement n'est pas continué. Il faut aussi se rappeler que la diarrhée n'est pas vécue et comprise uniquement comme une perte d'équilibre avec l'évocation hippocratique du corps, des liquides qui rentrent, qui sortent. Il y a aussi une autre compréhension. Un enfant est un être qui, comme nous tous, vivent dans un monde complexe, un monde avec des voisins jaloux qui peuvent jeter le mauvais œil sur un bel enfant qui vient de naître, mais aussi un monde peuplé, pour beaucoup de cultures, par des génies, des puissances invisibles
dont il faut s'approprier la bienveillance. Et quelque part, le traitement contre la diarrhée va être un mélange de stratégies, d'itinéraires thérapeutiques. Et il y a par exemple au Yémen où j'ai travaillé, je ne pouvais même pas en parler dans une atmosphère de maternité tellement le fait d'évoquer ce personnage inquiétant aurait été dangereux. Il y a une djinna, un génie, enfin un djinn, mais il y a des féminins au djinn, il y a des djinnas. Et cette djinna, elle est très redoutée des mères et on l'appelle par antiphrase Al-Sibian, la mère des enfants. C'est une djinna qui est jalouse et qui, quand elle voit un bel enfant, en fait, veut se l'approprier et lui envoie une maladie comme la diarrhée. Donc, il y a des stratégies qui vont donc nécessairement aussi associer des prières, des remèdes, aller consulter un homme religieux local, boire j'ai oublié de vous apporter, boire des liquides qui sont contenus dans un bol sur lequel il y a des écritures talismaniques ou tout simplement quelques versets du Coran. Et bref, cette boisson bénie étant supposée apaiser tout ce qui peut se tramer autour d'un enfant. Alors, dans les stratégies contre les infections diarrhéiques, il y a un élément de démocratie qui est extrêmement important, c'est la communication avec les mères et la discussion pour faire comprendre les différents éléments des stratégies. Ça n'est pas simple, la communication me paraît maintenant toujours d'une chose de plus en plus difficile. Par exemple, parmi les stratégies adoptées contre les diarrhées, il y a le zinc, la prise de comprimés de zinc pendant 2 semaines, dont les experts, les épidémiologistes disent que ça a un effet très net sur la réduction de la sévérité de la diarrhée, donc sur la diminution de la mortalité. Mais comment expliquer l'action du zinc dans les diarrhées quand même les articles scientifiques, à mon sens, ne sont pas toujours parfaitement lumineux sur ce point? Eh bien, on va dire, dans un langage compréhensible par les mères, que le zinc fortifie l'enfant. Et ça, c'est quelque chose, la compréhension du système immunitaire, quelque part, est quelque chose de commun aux savants et aux moins savants. Les mères comprennent que ça fortifie l'enfant et c'est une chose qu'elles peuvent accepter. Et si le zinc, comme il semble, a quand même un effet pour la réduction de la diarrhée, l'observation concomitante de la prise de zinc et de la diminution de la diarrhée va donc renforcer l'acceptation de la mesure. Car le problème essentiel dans ces stratégies, c'est de savoir si elles sont comprises et comment elles sont appliquées. C'est pour cela que très souvent, un certain nombre de programmes paraissent extrêmement difficiles dans la mesure où des choses simples, comme par exemple le lavage des mains, qui fait partie des mesures proposées, mesures simples en apparence seulement, contre la diarrhée, c'est assez difficile d'observer en épidémiologie l'effet de ces pratiques de lavage des mains sur la réduction des diarrhées. En effet, il y a eu des programmes récemment au Bangladesh qui ont consisté à observer le comportement des mères, à faire 2 groupes. Un groupe qui a reçu des consignes de lavage des mains avant de préparer la nourriture, après avoir déféqué ou après avoir lavé le derrière de l'enfant. Et il y a une phase d'observation, c'est-à-dire que des agents de santé vont à domicile pendant un certain nombre d'heures observer le comportement de la mère qui a reçu cette information. Et on va ensuite comparer pour savoir si la communication sur le lavage des mains fait diminuer le risque de diarrhée. En lisant les papiers avec l'expérience que j'ai du monde rural et du monde rural musulman, je me suis vraiment posé beaucoup de questions sur savoir comment était d'abord reçue la présence intrusive d'un observateur pendant 5 ou 6 heures de suite, observant le comportement des personnes, y compris dans des actes relativement intimes, comme vous l'imaginez. Et je n'ai pas été autrement surprise que finalement le résultat soit relativement médiocre. La population qui a reçu l'information sur l'importance de se laver les mains, il n'y a pas eu de recul majeur de la mortalité par diarrhée comparé à une population qui n'avait pas reçu les mêmes informations. Ce n'est pas du tout,
je ne voudrais pas être négative, je veux simplement dire que toute stratégie, quelle qu'elle soit, est une stratégie qui doit être attentive à ce que représentent les pratiques liées aux mesures qu'on propose en santé publique. Il n'y a pas de programme magique. Et je plaide un peu pour ma paroisse, tout programme doit s'accompagner d'une réflexion sur la compréhension, l'acceptation, l'adhésion des populations. Et les populations, c'est d'abord des individus qui ont leurs idées, leurs croyances et leurs demandes propres. Alors, je voulais dire, je vais aller être rapide, je voulais juste dire un mot sur le fait qu'une des 20 ans à peu près après Alma-Ata, 10 ans, il y a eu, sous l'impact de la crise économique, un phénomène extrêmement important qui s'appelle l'initiative de Bamako. L'initiative de Bamako, dont vous avez sûrement entendu parler, c'était une initiative qu'on décrivait comme un recouvrement des coûts. C'est-à-dire que dans un contexte de pauvreté, ce qui se passait souvent, c'est que les centres de santé n'avaient pas de stock de médicaments, donc progressivement, les gens ne venaient plus consulter dans des centres où de toute façon il n'y avait rien à donner. Et donc l'idée a été de rendre les centres de santé communautaires tant vantés à Alma-Ata financièrement fiables, c'est-à-dire qu'ils aient un stock de médicaments, qui gèrent les entrées et les sorties des médicaments, et ceci grâce au paiement direct par les malades, par les familles, pour la consultation et pour le traitement. Cette initiative a été saluée presque généralement. Il faut dire que dans l'initiative de Bamako, on l'a souvent oublié, il y avait un point important qui était que ce n'était pas seulement une question d'assurer une saine gestion au centre de santé, mais l'idée était aussi qu'avec les marges bénéficiaires retirées du paiement direct des consultations et des médicaments, des surplus soient dégagés pour pouvoir indemniser du coût des consultations et des médicaments les plus pauvres, c'est-à-dire qu'une gestion altruiste de ces marges bénéficiaires. Je passe rapidement. Aujourd'hui, tout le monde est assez mécontent de l'initiative de Bamako, qui a certainement marqué les esprits. Et Margaret Chan, directrice de l'OMS, il y a quelques années, a fait une grande déclaration en disant qu'en gros, la façon de rétablir une équité dans les soins, en particulier évidemment en matière de diarrhée, mais de façon générale, c'était de revenir à la gratuité pour les pauvres. C'est un mot d'ordre qui a été suivi au moins du bout des lèvres par un certain nombre de gouvernements. Au Sénégal, au Bénin, on a proclamé la gratuité pour les enfants de moins de 5 ans, ce qui paraissait donc revenir à un autre état de la question. Le problème, et là j'insiste une fois de plus sur l'importance de comprendre les pratiques sur le terrain, c'est que la gratuité, il ne suffit pas de la décréter. Il ne suffit pas qu'un ministre décrète la gratuité dans un pays, il faut encore qu'il soit suivi, il faut encore qu'il dégage un budget pour cela et qu'il évalue les conséquences sur le terrain d'une telle initiative. Juste d'un mot, je dirais que par exemple, lorsqu'on proclame la gratuité pour tous les enfants des soins et des médicaments, cela veut dire qu'on peut s'attendre légitimement à une augmentation considérable de la consommation et par conséquent de l'afflux au centre de santé, qu'il faut donc prévoir que le personnel de santé va être confronté à un afflux de population et que cet afflux ne va pas forcément être vécu de façon positive, que la qualité du soin et le temps consacré à chacun risquent de baisser, que les plus graves, si on peut dire, que les familles les plus aisées, ayant désormais des heures d'attente et de perte de temps dans les centres, vont les délaisser et iront, quand ils existent, en ville notamment, dans des centres privés, et que par conséquent, les centres de santé communautaires vont se retrouver avec une sélection des plus pauvres, ce qui va entraver le recouvrement des coûts. Je passe rapidement juste pour suggérer toutes les difficultés. Je finirai par dire un mot sur vaccins et diarrhée.
Les diarrhées n'ont pas constitué dans l'histoire des vaccins un pan aussi impressionnant que le vaccin contre la variole ou même le vaccin contre la poliomyélite, dans la mesure où précisément les diarrhées sont à la fois plurifactorielles et causées par plusieurs germes. Parmi ces germes, un germe a émergé, les rotavirus, dans la mesure où on considère aujourd'hui qu'ils sont responsables d'un grand pourcentage de diarrhée. Pourtant, il y a eu un drame lié au vaccin contre le rotavirus il y a quelques années. Un vaccin avait été produit par l'industrie pharmaceutique et lors des essais en population, on a décrit dans les pays avancés quelques cas d'invagination intestinale chez le nourrisson, c'est-à-dire les anses intestinales se télescopent et ça entraîne une occlusion, un arrêt des matières et des gaz. Donc c'était un événement rare, mais à partir du moment où cet événement prenait une certaine réalité statistique, l'industrie pharmaceutique a été très hésitante à se lancer dans la production d'un vaccin qui ne serait pas autorisé dans les pays occidentaux et par conséquent peu motivée pour produire un vaccin qui était essentiel pour les pays en voie de développement, mais qui ne bénéficierait pas des marges bénéficiaires que l'on pourrait trouver dans les pays les plus riches. Ça a été une longue controverse, en particulier agitant la question de savoir si on pouvait accepter dans certains pays un vaccin avec, disons, une très faible mortalité par invagination intestinale aiguë, vaccin qui n'était pas autorisé en Occident. Finalement, le vaccin n'a pas été produit et donc il s'est ensuivi un retard net jusqu'à l'apparition d'un nouveau vaccin qui existe actuellement et qui est donc en ce moment en cours d'application dans certaines parties du monde. Alors, de même, Philippe Sansonetti a évoqué les partenariats publics-privés. Pour que la vaccination redevienne cet outil universel que nous avons évoqué, il existe maintenant une alliance qui s'appelle Gavi, qui est une alliance publique-privée qui aide à des programmes de vaccination en particulier dans le tiers-monde. Alors ici, une image du vaccin contre le rotavirus au Soudan, donc appuyé par Gavi. Particulièrement intéressant pour moi cette image du vaccin lancé au Yémen, dans la mesure où ça a été lancé en août 2012, donc tout à fait récemment, dans un contexte extrêmement mouvant, puisque le Yémen a connu des moments extrêmement difficiles au cours des 2 dernières années. Justement, en contrepoint à cette image paisible de ces femmes attendant la séance de vaccination, cela me rappelait j'ai donné un cours sur les vaccins à Sanaa au Yémen et j'avais été en proie à des tas de questions. C'était pour les étudiants en médecine, ce n'était pas du tout pour le grand public, mais on m'a posé toutes sortes de questions et ces questions révélaient clairement une méfiance importante vis-à-vis des vaccins. Et cette méfiance, elle avait été en particulier alimentée par l'usage du vaccin contre le tétanos néonatal. Ce vaccin a été lancé en particulier par l'OMS pour immuniser les femmes pour éviter que le bébé à la naissance soit contaminé par le tétanos. Donc le vaccin a été adressé exclusivement dans beaucoup de pays du tiers-monde, il a été adressé aux femmes en état de procréer entre 14 et 50 ans. Et dans la salle, les étudiants en médecine m'ont dit « Mais pourquoi avoir choisi uniquement les femmes ?» J'ai expliqué « Parce que c'est pour le tétanos néonatal. » Elles m'ont dit « Mais il y a des cas de tétanos chez les hommes, comment ça se fait ?» Et je voyais bien où elles voulaient en venir. C'est le soupçon qui a pris naissance dans un grand nombre de pays simultanément, et la rumeur qui a couru, que ce vaccin contre le tétanos, désigné pour les femmes en âge de procréation, était en fait un vaccin qui était destiné à les stériliser. C'était intéressant de voir que ce soupçon a pris forme dans des pays aussi différents que les Philippines, le Nigeria et là maintenant le Yémen. Et ça explique que le vaccin est un instrument extrêmement délicat parce que c'est comme la femme de César, il ne doit pas être soupçonné. À partir du moment où il y a un soupçon,
Et ce soupçon peut, pour différentes raisons que j'évoquerai rapidement, être corroboré. Il existe aujourd'hui, par exemple, des vaccins falsifiés. C'est l'objet d'une surveillance mondiale particulièrement attentive. Apparemment, en France, il n'y en a jamais eu. Mais tout est possible. Et en tout cas, en Afrique, en particulier au Nigeria, mais dans d'autres pays, il y a eu des vaccins, soit qui ne contiennent rien du tout, donc qui sont simplement inefficaces, soit même des vaccins qui seraient carrément adultérés. C'est là un sujet presque d'une police internationale s'apparentant à Interpol. Et il y a d'ailleurs, je crois, une journée qui va être organisée à Paris très bientôt à ce sujet. Alors, ce que je voulais dire, c'est que le vaccin, les séances de vaccination se déroulent dans un contexte tendu, pour des raisons internationales ou nationales, peut très vite être considéré comme une arme du gouvernement ou de l'État. Et c'est pour ça que je mets cette photo. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a 3 ans, il y avait eu beaucoup de remous autour des campagnes de vaccination anti-polio, campagnes se déroulant sur l'ensemble de la planète, au nord de Sanaa, la capitale du Yémen, où il y avait une lutte du gouvernement contre ceux qui étaient baptisés rebelles, les chiites Houthis. Et donc on voit ici une campagne, et les populations avaient considéré que c'était une initiative de gouvernement destinée à leur faire du mal, les stériliser peut-être, et deux religieuses allemandes, deux infirmières, je dis des religieuses, ce n'étaient pas des religieuses, mais on les appelait des Schwestern, donc des sœurs, mais en fait c'est comme on appelle les infirmières souvent en Allemagne, deux infirmières allemandes ont été assassinées. Donc c'est pour dire que c'est là encore importance de savoir ce qu'on fait, comment on le fait. En Russie, actuellement, le taux de vaccination est en train de décroître. Il explique probablement en partie la résurgence de cas de diphtérie. Et il s'explique lorsqu'on discute avec les Russes d'aujourd'hui, en particulier avec la jeune génération, nous ne voulons plus entendre parler du vaccin parce que le vaccin, c'est l'État. Le vaccin, c'est l'État, et par conséquent, tout ce qui vient de l'État est mauvais. Et voilà, donc la nature est bien meilleure que le vaccin. Le vaccin est quelque chose qui a été instrumenté par des gouvernements diaboliques, etc. Donc, dans un contexte complètement différent du contexte africain, on retrouve chez les jeunes générations qui refusent de faire vacciner leurs enfants exactement la même attitude. Et cela pose un problème qui est général, c'est celui de la fabrication de la confiance dans le vaccin, où il n'y a pas que des éléments scientifiques, il y a aussi des éléments liés à la perception du citoyen, de sa place dans la société, de ses devoirs envers cette société. Et je vous rappelle, vous le savez tous, que les lieux de fabrication du citoyen, l'école et l'armée ont jadis été des officines de vaccination fort actives. On en a tous des souvenirs d'une façon ou d'une autre, et que ces officines ne fonctionnent plus, et qu'une carte postale aussi bénigne et gentille que celle qui était publiée dans les années 60 ne rencontrerait pas aujourd'hui la même adhésion. Pas d'hésitation vaccination, le citoyen français aujourd'hui veut des explications, une information complète et souhaite peut-être même être autonome dans ses décisions et son choix des vaccins. L'idée des vaccins à la carte est quelque chose qui a beaucoup diffusé et qui rencontre aussi ceux qui pensent que chaque individu, et c'est vrai, la médecine l'a toujours dit, est un individu à nul autre pareil, et que par conséquent, les vaccins devraient s'adapter à cette personnalité qui ne ressemble à aucune autre. Alors, juste une photo pas de très bonne qualité pour rappeler qu'il y a intervention pour essayer de fabriquer l'opinion, il y a communication, et que par exemple les religieux, et ça c'est une très ancienne référence, en Tunisie, à la fin du XIXe siècle, il y avait eu une fatwa, un avis qui avait été rendu par un religieux à la mosquée Zitouna de Tunis, pour dire que ça n'était pas impie d'une part d'introduire une substance étrangère dans le corps de l'enfant, et d'autre part de modifier l'heure du destin qui normalement est fixé de toute éternité, et de retarder le moment de la mort pour un enfant.
Là, juste une autre diapo pour évoquer donc ce mouvement de méfiance qui actuellement est important vis-à-vis des vaccinations. Ça, c'est un carnaval en Guinée-Bissau et vous voyez qu'il y a cette association de la valise du vaccin avec la mitraillette, qui est peut-être une Kalachnikov, je ne suis pas très compétente, mais c'est clairement une mitraillette. Donc, les outils vaccinaux pourraient se transformer en un instrument de mort aux mains de gouvernements avec de mauvaises intentions. Pour finir, je voudrais dire que le rêve vaccinal n'est pas mort, mais que l'hypothèse vaccinale, on voit bien qu'elle doit être, qui a été très fructueuse dans l'histoire, doit être débattue clairement. Et je pense actuellement, il y a un débat au sein même de la communauté et du Haut Comité de santé publique pour savoir si on va garder ou non l'obligation des derniers vaccins qui nous restent en France. Je sors un petit peu du sujet, mais après tout, c'est un sujet qui est important et je pense qu'il faut que vous y réfléchissiez vous aussi. Il y a deux tendances actuellement et qui ne reposent pas nécessairement sur un soubassement avant tout scientifique, à savoir que d'un côté, il y a ceux qui pensent que l'obligation est quelque chose d'un peu archaïque, un peu qui rappelle des pratiques fâcheuses de contraintes, etc., et que le citoyen est éclairé, qu'il peut se décider tout seul, à condition qu'il soit suffisamment informé, etc. Vous savez que le BCG, l'abandon de l'obligation contre le BCG, avait été longtemps retardé et qu'elle a mobilisé des arguments qui étaient à la fois politiques et scientifiques. Donc, je finirai en disant que tous ces débats, ce sont des débats qui nous concernent tous, qu'ils ont une base scientifique, mais qu'ils ont aussi un prolongement politique et social. Et je reviens à une image dans le fixé sur verre, qui est une technique traditionnelle de peinture populaire, à thème, parfois des thèmes islamiques, mais aussi des thèmes de la vie quotidienne. Là, vous avez un fixé sur verre évoquant les vaccins de l'UNICEF, qui a joué un très très grand rôle dans la baisse de la rougeole, de la mortalité par rougeole qui avait été évoquée tout à l'heure. Et pour finir, ce tableau avec lequel j'essaye de ramener la sérénité dans les esprits, l'idée de la vaccination universelle pour tous les peuples par un peintre qui malheureusement est mort du sida, mais qui nous lègue cette vision d'harmonie universelle. Je vous remercie.